L'automne, c'est sans aucun doute la saison préférée des amoureux du livre. On est en pleine effervescence, en pleine rentrée littéraire. Et d'ailleurs, on vient tout juste d'apprendre une grande nouvelle. Dany Laferrière fait paraître aux éditions Mémoire d'Encrier un nouveau livre début novembre. Alors, comme libraire, bien sûr, et comme lecteur, on l'attend avec impatience sur les tablettes des librairies. Et on l'a rencontré pour vous ce matin. Voici ce qu'il avait à nous dire. Monsieur Laferrière, j'ai appris tout récemment que vous alliez faire paraître un nouveau livre début novembre. Oui, absolument, absolument. C'est tout chaud. On est très heureux de l'apprendre. De quoi va-t-il parler, ce nouveau livre-là? Bon, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années. Et ce livre qui s'appelle « Tout ce que ne vous dira pas Mongo ». Tout ce qu'on ne vous dira pas Mongo, d'ailleurs le titre le dit bien. C'est un jeune homme qui vient du Cameroun, que le narrateur a croisé dans la rue, sur la rue Saint-Denis à Montréal, et qui lui demande quelques conseils, quelques trucs pour mieux vivre dans son nouveau pays, littéralement. Parce qu'il entend vivre au Québec. Alors il veut savoir des petites choses ordinaires de la vie quotidienne. Pourquoi j'ai choisi un tel thème et de le traiter de cette manière? C'est parce qu'on parle beaucoup d'immigration ces temps-ci. Je suis très souvent à Paris. On en parle beaucoup en France, énormément. La campagne électorale qui s'annonce. On en parle beaucoup au Québec. Mais très rarement, on dit à un immigré, puisque le mot c'est pas immigrant, c'est immigré. Immigrant vient de l'anglais. Et on dit à un immigré ce qu'il devrait savoir pour mieux vivre dans la société. Pas les valeurs, les grandes choses qui le met de côté et qui pense qu'il doit apprendre à être gentil, comme si vraiment il n'y a qu'ici qu'on sait être gentil, qu'on ne tue pas les gens, qu'on ne leur vole pas. Pourtant, il y a beaucoup de prisons, beaucoup de tribunaux, beaucoup d'avocats, beaucoup de psychiatres, et beaucoup de règles, beaucoup de lois, beaucoup de constitutions. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de feux rouges dans la vie ici. Alors non, pas ça. Juste des petites choses. Très pratique. Oui, très pratique. Et pourquoi on enlève les chaussures pour entrer chez les gens en hiver, pour salir leur plancher, tout simplement. Pourquoi il ne faut pas passer devant tout le monde quand on fait la queue pour attendre l'autobus et croyant qu'on ne vous voit pas. C'est des choses qui nous paraissent être des évidences, mais qui en fait peuvent être très déstabilisants quand on arrive d'une autre culture complètement, puis d'un autre pays. À chaque pays qu'on arrive, il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre, et qui sont des choses que les gens ont établies eux-mêmes, et qui font partie, non pas de la culture, mais de la vie réelle, concrète, quotidienne, ordinaire, qui peut devenir de la culture. Parce que les gens pensent, on les rejette si on n'obéit pas, parce qu'ils imaginent que tout le monde sait comment ils vivent. Tout le monde, toute la planète sait qu'il faut enlever les chaussures, toute la planète sait qu'il faut manger de la tourtière ou manger de la poutine, toute la planète sait que le hockey existe, alors que moi, qui habite tout près dans la Caraïbe, en arrivant ici, je n'avais jamais entendu le mot hockey. Jamais. Et je croyais que la tourtière était un piège pour les oiseaux, et je ne connaissais pas. Pour moi, je vais vous dire en gros, c'était le Québec. Il y a un pays qui s'appelle le Canada, on y parle uniquement français, et la capitale, c'est Montréal-Nord. Donc c'est ça qu'on avait comme information, pas de façon directe, mais ce sont les mots qui revenaient souvent. On parle français là-bas, c'est le Canada, et puis tous les gens avec qui on avait une correspondance habitaient à Montréal-Nord. Ah oui. Ben voilà, on a fini par conclure, le pays s'appelle le Canada, on ne parle que français, et la capitale c'est Montréal-Nord. Donc c'est un peu pour tous les pays du monde. On a très peu d'idées des pays. Donc il faut leur apprendre comment vivre, comment ça se passe. Tout à fait. Donc, ce jeune personnage, Mongo, ce serait pas un peu vous, d'une certaine manière? Ah non, bien sûr, je suis toujours dans la fiction, moi. C'est-à-dire, je suis toujours dans un dédoublement de la personnalité. Et je l'ai dit souvent à propos de mon écriture. C'est une écriture, une esthétique de la roue. C'est-à-dire que pour avancer, je tourne sur moi-même. La roue, pour avancer, doit faire un tour sur elle-même. Ça veut dire ne jamais oublier le passé. Et c'est comme ça que j'avance. Je suis toujours en train de regarder dans le rétroviseur pour savoir comment j'ai été pour comprendre ceux qui viennent d'arriver. Quand on vient d'arriver dans un pays, on ne cherche pas à savoir comment ça vit ni quoi que ce soit. On cherche à s'enterrer dans un trou pour échapper à des choses beaucoup plus cruciales, comme la nature, les gens, pour les regarder et les observer pendant quelques années même. Donc c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de rap
rapport de symbiose avec la culture du pays, un goût de connaître les gens pour mieux être avec eux. Pas du tout. On prend son trou, comme on dit, au Québec. On tente de survivre. On tente de survivre dans ce nouvel espace. Et après 40 ans, parce que ça fait quand même 40 ans que vous-même êtes installé au Québec, est-ce que vous considérez avoir un regard différent ou plus éclairé sur cette culture qui est maintenant la vôtre, mais qui, vous êtes arrivé ici avec un tout autre bagage à 23 ans, et puis c'est un regard très différent que vous pouvez porter en quelque part sur une culture. Nous, en fait, on baigne dedans depuis qu'on est né. Vous, ça a été un peu une renaissance complètement. Ben, j'ai 40 ans ici, je suis arrivé à 23 ans. En ayant 40 ans ici, ce qui veut dire que je suis plus longtemps ici, adulte, que la plupart des gens nés ici. C'est vrai. Ils n'ont pas tous 40 ans. Comme je l'ai dit à un de mes amis qui m'expliquait Montréal, j'ai dit, écoutez, jeune homme, quand vous végétiez dans votre Boucherville natale, j'étais déjà un parfait Montréalais. Donc j'ai 40 ans ici, on ne m'apprend plus rien. Pour une raison simple, c'est parce que j'ai voulu savoir. Je n'ai pas 40 ans, on peut avoir 40 ans ici, on peut être né ici et ne pas savoir comment fonctionne la société. C'est pour cela qu'il y a toutes ces écoles, toutes ces universités, toutes ces émissions de télévision. Ce n'est pas pour les immigrés, c'est pour enseigner aux Québécois ce qu'est la réalité québécoise, la société québécoise. Il ne faut pas croire qu'il suffit de naître dans un pays pour savoir ce qu'est ce pays-là. On apprend sans cesse, on n'a qu'à ouvrir la télé pour voir chaque matin. Hein. Il y a plein de gens qui nous expliquent comment vivre. Des fois, ça nous... Donc 40 ans ici, mais j'ai toujours, et les Québécois peuvent le dire, j'ai toujours cherché à comprendre le Québec. Dans les émissions de télévision, dans les choses, je me trompe parfois, mais j'y vais dans des cas de figure excessivement complexes. Peut-être même que j'enrichis la société de choses qu'il n'y en a pas, je la rends plus complexe pour qu'elle m'intéresse un peu plus. Tout à fait. Puis pour aimer quelque chose, il faut le comprendre. Puis c'est un processus qui est tout à fait normal. Et puis, Gilles Archambault, récemment, je l'entendais évoquer le fait que la plupart des écrivains, ou pour lui, être écrivain, c'est écrire sur soi, c'est écrire sur sa propre vie. Donc, nous, on sent en fait, j'ai l'impression, une volonté de transmettre quelque chose qui fait partie de vous, de votre vécu. Vous devez être un peu d'accord avec cette conception-là, le fait que l'écrivain, en fait, parle de soi d'abord et avant tout, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, vous savez comment c'est cette histoire-là. Si on savait très précisément, il n'y aurait plus de livres. On aurait conclu l'affaire. Et on ne sait pas. Et certains disent que j'aime raconter des histoires qui ne me concernent pas, qui sont loin de moi. Et j'ai lu que Yann Martel disait ça dans un journal. Et que je ne fais pas de choses autobiographiques, le monde est si vaste. D'autres disent que connaître toi-même, ou l'homme à la mesure de toute chose. Si je me connais bien, je connais le monde, puisqu'il y a une part de valeur partagée avec le monde. Mais en fait, on ne sait pas, parce que quand on parle de cela, on parle d'idéologie. On ne parle pas encore de la chose même, de la fibre, de la matrice de cette affaire qui s'appelle l'écriture. Il ne suffit pas d'avoir une histoire, il ne suffit pas d'une volonté de transmettre pour transmettre vraiment. Ce qu'on transmet, c'est souvent un style, c'est-à-dire la manière d'être au monde. Et ce n'est pas toujours... les gens n'apprennent pas toujours de manière pédagogique. Ce n'est pas la pédagogie qui apprend. Des fois, c'est un subtil mouvement. On se dit, ah, on est très content que cette manière existe, même si ce n'est pas celle qu'on a choisie. Vous savez, moi, mon écrivain préféré, c'est Borges. Je le lis, je relis, je sais tout de lui, mais je ne l'imite pas. Il y a des écrivains que j'aime beaucoup moins et qui m'influencent dans mon travail beaucoup plus. Donc nous ne savons pas comment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est saluer cette diversité d'aventures, cette diversité de mouvements. Et c'est pourquoi quand j'entends les gens se rébuffer en disant « ce sont mes valeurs, il faut que les gens apprennent mes valeurs », je me dis « mais qu'est-ce qu'on fait de ce que l'autre pourrait nous apporter ?» C'est vraiment pas à notre avantage. Dans cet échange-là, nous sommes de mauvais commerçants. Et nous voulons juste donner nos valeurs et pas acheter ou recevoir les valeurs des autres. C'est un mauvais deal. Donc ce serait intéressant de rester ouvert, de ne pas répéter si souvent cette phrase qui est tout à fait fausse. À Rome, il faut faire comme les Romains. Si on fait comme les Romains, eh bien, on n'apportera rien de nouveau à Rome.
Il faut que Rome se renouvelle constamment comme il a toujours été, comme nous le faisons à chaque premier immigré, c'est-à-dire à chaque nouveau-né. On a l'espérance que quelque chose va se passer de nouveau dans ce monde. Un échange, vraiment, tout simplement. Eh bien, on sent que ce livre arrive au centre d'un débat, mais en fait d'une réflexion qu'on doit avoir, puis qui sera probablement... votre regard va peut-être apporter quelque chose de nouveau, et pour des gens qui arrivent au Québec, et pour des lecteurs qui vivent au Québec depuis tant d'années. Puis... Ah ben oui, bien sûr, qui sont nés au Québec. Oui. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens se disent, ah ça c'est pour les immigrés qui ne nous connaissent pas. Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes? Pourquoi il y aurait tant de débats si nous nous connaissions nous-mêmes? Pourquoi d'ailleurs l'une des publicités qui avait marché le plus longtemps au Québec, c'est on est 6 millions, faut se parler. Pourquoi le triomphe de la communication à ce point, si nous nous connaissions nous-mêmes, nous pourrions nous communiquer par signes, par non-dit, et nous ne le faisons pas. Au contraire, la chose nouvelle qui est apparue au Québec à mon arrivée dans les années 80, c'était l'homme rose, c'est-à-dire l'homme qui parle, l'homme qui pleure. Et on a pu sortir de l'homme des bois, le bûcheron, qui avait défriché le Québec et qui ne parlait pas, parce qu'on ne parle pas dans la forêt. On a pu sortir de cet homme-là pour en faire un homme rose, un homme qui parle. On lui a demandé sans cesse, les féministes ont demandé, parle, on veut savoir ce que tu as dans le ventre. Arrête ton silence, il est vide ton silence. Et il s'est mis à parler. Pourquoi? Parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissions même pas celui qui était le plus proche de nous, nos pères, nos frères, et nos cousins. Enfin, les hommes de cette maison québécoise ne parlaient pas. Les femmes seulement parlaient, écoutaient à la radio. Donc ça veut dire que tout le monde a à apprendre de regard sur l'autre. Tout à fait. Eh bien, ce sera un vrai plaisir de recevoir ce livre-là qui sera en librairie début novembre. À temps pour le Salon du Livre, à temps pour les fêtes. Un grand livre, 300 pages à peu près, qu'on m'a dit, qui sera une sorte d'ode au Québec, en quelque sorte, mais... C'est une longue lettre d'amour au Québec, et naturellement une vraie lettre d'amour. C'est une lettre où l'on dit des choses graves aussi, et des choses qu'on n'a pas envie d'entendre aussi. Donc c'est pour définir le Québécois par rapport à la langue. J'ai quand même dit, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour défendre cette langue qu'il ne cherche pas à bien écrire. Donc l'idéologie a pris un grand pas dans les débats au Québec, dans les discussions. On aimerait bien qu'on aille plutôt dans le tissage de ce pays, c'est-à-dire arrêtons de parler de valeurs, c'est vague. Ça passe au-dessus de la tête des gens. Tout le monde a des valeurs. Ce serait intéressant de se les partager. Ça ne veut rien dire. C'est mettre un prix sur les choses, une valeur. Alors que ma mère m'a toujours dit, il ne faut pas laisser l'étiquette sur le cadeau. Ne laissons pas les valeurs sur notre vie. Vivons, c'est-à-dire aller dans l'ordinaire des choses, aller voir comment notre quotidien se fait. Vous savez, moi je voyage beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois que je vais dans un pays, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il est pareil à moi. Chaque fois que je vais dans un pays, je cherche à faire une photographie pour savoir comment les gens mettent leur corde à linge. Est-ce qu'ils le font comme chez moi, c'est-à-dire dans les ruelles en arrière? Est-ce qu'ils le font comme ça au Japon? Est-ce qu'ils le font? Comment ils étendent leur linge? Et c'est plus intéressant pour moi que de voir comment je suis différent des autres, plutôt de chercher à vous identifier. Oui, vraiment. Je trouve ça plus miraculeux. Oui. Que quelqu'un soit différent de moi, c'est la chose la plus banale qui soit. Mais que quelqu'un me rejoigne sur un point alors que nous habitons à des points éloignés du monde, quel miracle, quel intérêt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça qui m'intéresse. Et je dois dire aussi, si ce livre a 300 pages, c'est parce que je vous lis parler longuement, calmement. Et si jamais vous lisez le livre et qu'il y a des choses avec quoi vous n'êtes pas d'accord, sachez que c'est normal, parce que ce n'est pas bien d'être d'accord avec soi-même sur tout. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec l'autre, mais seulement continuez, parce qu'il arrive que je dise ceci au début et cela à la fin. C'est ma vision du monde. C'est toujours cette vision un peu de buffet chinois. J'aime bien qu'il y a plein de morceaux différents sur la table pour qu'on puisse se servir soi-même. Et c'est pourquoi j'ai pris 300 pages pour dire aux Québécois qu'il n'y a pas une façon de comprendre l'autre que de chercher à l'observer, à l'étudier, d'être près de cette personne-là. Et ainsi bien, on finit par vivre.
Monsieur Laferrière, c'est toujours un immense plaisir de vous entendre. Alors, votre livre sera publié aux éditions Mémoire d'Encrier. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Je vous remercie beaucoup. Et moi, j'attends ces lecteurs et j'attends aussi d'en discuter au coin de la rue. Je crois que c'est un débat d'abord intime. On lit un livre, j'ai voulu additionner quelque chose à ce que nous savons de nous-mêmes. Merci. Merci.